Entendez-vous le sourire dans ma voix? La, 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 la. J'espère que vous allez bien, les copains et copines. David Bocage, votre humble serviteur, de retour au micro de Dread sur le tape. Plusieurs bonnes nouvelles, d'où le sourire dans ma voix. Pour commencer, excusez, j'étais en fin de tuberculose. Oui, plusieurs bonnes nouvelles parce que mon spectacle SRR, j'ai des nouvelles dates. Je reviens, je récidive, je retourne sur les planches avec SRR, mon rodage, et avec, une nouvelle chanson, des nouveaux bits, tout ça. Je reprends du service le 17 mars 2023 à Montréal. Je reviens en ville au Théâtre Sainte-Catherine cette fois. J'essaie le Théâtre Sainte-Catherine. Peut-être certains connaissent ce théâtre un peu indie, punk rock de l'Est. Je dis l'Est de Montréal, c'est pas à Pointe-aux-Trembles non plus, là, c'est sur Sainte-Catherine. Pas très loin de la station Berry-UQAM. Et beaucoup d'improvisation en anglais. C'est là qu'il y a les Midnight Surprise à Juste pour rire, où tu te pointes à minuit. Pendant Juste pour rire, tu sais pas qui va être sur le show. Et tu as souvent des énormes surprises, comme par exemple Dave Chappelle, Kevin Hart. Simon Leblanc a une anecdote où il faisait un show au Théâtre Sainte-Catherine et juste après lui, c'était Kevin Hart. Et il y avait pas de gars de son. Fait que Simon Leblanc a comme fait le son pour Kevin Hart. Et j'ai dit, il sait comme tout faire, Simon Leblanc. J'ai dit, c'était-tu bon? Il dit non, c'était de la merde. Et puis, pas en parlant de Kevin Hart, en parlant du son. J'ai dit, le son, était-tu bon, Simon? Il dit non, je t'ai chier, je peux pas faire du son, ça sonnait que le cul. Mais il dit, c'était mieux que rien, je peux pas le laisser juste n'importe quoi. Il y a même eu, je pense que c'est même dit compliqué aller chercher ses vêtements dans la loge, parce que Kevin Hart était dans la seule petite loge qu'il y a au Théâtre Sainte-Catherine, puis tu sais, il y avait des bouncers, puis des grands du corps. Imagine le chétif Simon Leblanc qui veut juste reprendre genre, son t-shirt. Bref, donc, je serai au Théâtre Sainte-Catherine le 17 mars 2023 avec SRR, mon rodage qui se poursuit de plus belle. Également, attention, Jean de la Montérégie, 19 mai 2023, je serai à Longueuil, à la salle Fenplace, salle de l'école du collège Charlemagne, ancienne école secondaire de Louis-José Hood. Je dis Montérégie, mais si vous êtes à Montréal ou dans les environs, c'est juste l'autre bord du pont Jean-Cartier, donc c'est excessivement accessible à n'importe qui essaie d'avoir l'accès sur ça. Donc, c'était le moment loco-locace. Ah, les allitérations. Alors, voilà, donc 17 mars 2023, 19 mai 2023, davidbocage.com. Venez me voir en personne, en chair en os, être complètement zinzin pour 1 heure et plus. Alors, comme dirait Sam Breton, on est rendu à la présentation de l'invité. D'ailleurs, je veux vous remercier pour les derniers épisodes. Beaucoup de commentaires ultra positifs par rapport à Vincent Dernay, qui est un homme auquel on s'attache si rapidement. Et il est passé au podcast l'été dernier. Il a fait ses premiers pas, ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale tout récemment. Et c'est impossible de pas cheerer pour lui parce qu'il est tellement attachant, il est tellement fin, puis on est content que ça lui arrive. Donc, on suit tous sa progression. Puis je sais que plein de gens le connaissaient pas, mais une fois que tu as écouté l'épisode, c'est comme ton fils, donc tu t'attaches et tu suis son développement. Parlant d'invités que vous ne connaissiez pas nécessairement avant de cliquer sur cet épisode, mais que vous dites, ça valait la peine, je vous en présente une nouvelle aujourd'hui, Madame Katia Clément-Aydra, qui a un parcours fort intéressant. D'ailleurs, elle a, comme moi, eu affaire à la ville natale de Peter Forsberg, ou comme on dirait en Suédois, Peter Forsberg. Les vrais comprennent. Comme si je parlais suédois. Oui, Örnsköldsvik, dans le nord de la Suède. Et on va comprendre pourquoi. Elle a une carrière de joueuse. Elle est impliquée également. Elle est entraîneuse. J'ai été vérifier, apparemment que c'est entraîneuse selon l'Office de langue française. Entraîneuse avec un accent circonflexe sur le i. Entraîneuse adjointe de la Force de Montréal. Elle a toute une carrière de joueur qui l'a menée en Europe, ce qui est comme un peu rare dans les carrières de joueuses. Les options sont un peu drôles. Puis elle a pris des chemins un peu moins connus, et ce qui fait un parcours fascinant. Donc voilà, suggestion du bon Jack Hahn, que peut-être un certain vieux passage, et avec qui j'ai fait un épisode du camp estival où je suis moi-même l'invité. Donc c'est Chucky Pellerino et Jack Hahn qui me cuisinent. Épisode disponible sur le Patreon pour tous les membres Patreon. Ça a été débloqué à Noël. Alors, sur cet enchaînement de parenthèses sans fin, il me fait plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas déjà, Katia Clément-Aydra. Dread sur le tape avec David Bocage. Sais-tu c'est qui m'a parlé de toi? Comme quoi, ça serait cool que je te reçoive au podcast?
Non. Non? Jack Han? Est-ce que tu connais Jack Han? Jack! Ben oui, je connais Jack. Un bon Jack. On a travaillé, il est vraiment passionné. On s'est rencontrés à McGill quand moi j'étais joueuse. Lui, c'était comme notre vidéo coach. Puis tu sais, il fait juste grimper depuis ce temps-là. Là. Ouais. Il est rendu big. Sur Twitter, surtout. Là. Il a un gros following. Ouais, c'est ça. Il a comme sa niche, si on veut. Ouais. Il était comment comme coach vidéo à McGill? Ben c'est sûr que nous, les joueuses, on n'a pas vraiment beaucoup de relations en fait avec le vidéo coach. Ouais, interaction avec le vidéo coach. Mais c'était probablement un des plus involved. Excuse si j'ai utilisé du franglais, là. Impliqué, oui. Ouais, c'est un des plus impliqués que j'ai eu, là, tu sais, qui essaie de nous donner un peu de feedback, tu sais, comme, de dire, hey, j'ai remarqué sur la vidéo que tu shootes tout le temps ton pied gauche, essaie de shooter avec ton autre pied, tu ramener ta rondelle plus proche de ton pied. T'as tout le temps, tu sais, il y a vraiment une autre perspective, là, comme il y a la perspective plus analytique du hockey, qui regarde les chiffres, puis regarde qu'est-ce que tu fais de bien, puis qu'est-ce que tu peux faire de mieux basé sur les chiffres. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Toi, comme joueuse, est-ce que ça t'aidait ou c'était trop cérébral comme note? Ah, moi, ça m'aidait. Moi, j'adorais ça. Tu sais, moi, il faut pas qu'il y ait de zone grise. C'est comme le plus que je peux décortiquer un mouvement ou le plus que je peux décortiquer une situation sur la glace pour m'aider, ben le mieux que je vais tu sais, la préparation, c'est la clé. Fait que le mieux je vais être confiante, le mieux je vais être préparée pour le match. Comment tu faisais pour intégrer ces notes dans ta game, tu sais, de prendre quelque chose qui est très théorique, très c'est ça, théorique sur papier, de cette notion-là, et de l'impliquer à quelque chose, de l'inclure, puis bon, encore là, c'est moi qui cherche mes mots, mais de vraiment comme l'intégrer, voilà, de l'intégrer à quelque chose qui est tellement, tu sais, quand t'es sur la glace, faut pas que tu réfléchisses. Tu sais, quand t'es sur la glace, c'est très instinctif, il y a un flow. Comment tu fais pour intégrer quelque chose de théorique à quelque chose d'instinctif? Ben, faut que tu le pratiques. Les répétitions. Tu sais, comme juste lancer du bon pied. Tu peux lancer des deux pieds, mais on a tout l'instinct de lancer notre pied le plus fort. Parce que c'est ça qu'on a pratiqué le plus possible. Fait que c'est vraiment juste de travailler le plus possible. Puis, vidéo. Tu sais, on dirait puis ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps quand j'étais universitaire. Comme oui, je regardais la vidéo, je regardais mes games, mais tu sais, pas de la même façon. Puis c'est plus après, quand je suis devenue pro, puis que j'ai plus devenu impliquée dans le coaching. Fait que c'est ça, c'est une fois que je suis devenue coach, dans le fond, que j'ai comme réalisé l'importance de regarder des vidéos, puis comme que tu peux tellement apprendre de ça. Tu sais, juste l'apprendre à quelqu'un d'autre, l'habilité ou comme le concept, mais après ça, c'est tellement plus facile pour moi de l'appliquer quand je jouais. Mm-hmm. Est-ce que dès ce moment-là, tu disais, tu pensais que tu allais être coach ou tu pensais déjà devenir coach, même déjà quand tu étais joueuse à l'université? Ben oui puis non. On dirait que j'ai tellement investi dans le hockey. Tu sais, c'est ma passion, là. Je joue depuis que j'ai 4 ans. J'ai tellement passé de temps là-dedans. J'ai tellement donné à ça que c'est comme juste arrêter puis dire, hey, pendant 28 ans, t'as joué au hockey, puis là, ben, c'est comme juste arrêter. Tu sais, une fois que t'as fini d'être joueur, c'est quoi? Tu sais, c'est difficile de comme juste laisser ça aller. Puis on dirait que je veux redonner, je veux partager mon expérience, aider la prochaine génération à se développer. Fait que ça s'est comme fait tout seul. C'était plus au niveau émotif ou au niveau cérébral, dans le sens que c'était comme j'aime tellement ça, je continue, c'est comme c'est un mauvais investissement de mon temps si je ne rentabilise pas 28 ans d'accumulation de connaissances. Ben c'est un peu des deux, tu sais, comme il y a l'émotif, c'est sûr là que tu veux redonner, puis le hockey féminin, il faut qu'on soit tu sais qu'on se tienne ensemble parce que on a c'est de mieux en mieux, mais on va se le dire, on a un petit peu moins de ressources, le développement surtout au hockey mineur, il est pas ce qui était pour les gars, ça s'en vient vraiment mieux. Mais de pouvoir redonner puis les aider, puis tu sais être un modèle à suivre, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais c'est ça, comme il y a un attachement aussi. Je pense que c'est plus émotif que d'autres choses. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai réussi à faire ça de ma vie, fait que je suis super contente. Ce que j'aime de ton parcours, c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine, puis que Jack qui a attiré mon attention à ton parcours, c'est que t'as un... Tu sais, souvent, quand les gens pensent à joueuses de hockey, ils pensent aux Olympiennes. Tu sais. C'est comme s'il y a juste les filles de l'équipe nationale.
Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres joueuses qu'on connaît pas. Il y a en fait la majorité des joueuses qu'on connaît pas, qui ont un parcours tout autre, tu sais. Puis un peu la vie c'est comment de jouer au hockey quand t'es pas sur l'équipe nationale, tu sais. Puis t'as un parcours que je dirais très moderne aussi. T'as beaucoup d'avenues dans ton parcours qui sont out of the box pour continuer dans les anglicismes. T'as commencé ton parcours, ça, tu étais au cégep à Long-Petit, mais tu as commencé ton parcours universitaire à McGill. Pourquoi sur Elite Prospects, ça donne juste les statistiques de ta dernière année? T'as-tu juste joué 1 an? Non, j'ai joué 5 ans. Ah, OK. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a juste 1 an. OK, pourquoi, moi, c'est on va leur envoyer les chiffres pour qu'ils complètent ton dossier. C'est peut-être qu'il y a moins de couverture du féminin, je sais pas. Oui. Mais non, j'ai fait mes 5 ans. Ça serait à l'image du... ouais, t'as joué à McGill, puis après ça, t'as joué pour les Canadiennes, avec des filles justement comme Marie-Philippe Poulin, puis des Hillary Knight, Caroline Ouellette et compagnie. C'était quoi pour toi d'arriver à... Quand t'es arrivé après le réseau universitaire, d'arriver avec les Canadiennes, d'arriver avec ce genre de joueuses-là, qu'est-ce qui t'a frappé le plus, tu sais, parce que c'est quand même j'ose croire un genre de... Il doit y avoir une petite coche là quand même entre ce que tu connaissais à l'université. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de jouer avec ces filles-là? C'est sûr que tu sais j'avais eu la chance à McGill de jouer avec des filles qui ont fait les Olympiques. J'ai joué avec Mélodie Daou, j'ai joué avec Charline Labonté, Jillian Ferrari. Fait que je connaissais déjà ce monde-là. OK. Mais tu sais, de les avoir toutes regroupées dans une équipe puis jouer avec eux, c'est sûr que tu sais la plus grosse chose, je te dirais, c'est vraiment la coche là. J'étais rendue 5e année universitaire. Tu penses que t'es rendue bonne, puis là t'arrives pro, puis c'est comme si j'ai recommencé à zéro. Tu sais, le jeu est tellement plus rapide, les décisions sont tellement plus rapides, puis aussi le fitness sont très 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 en shape. Ils s'occupent de eux, puis ouais. Fait que c'est sûr qu'ils rendent tout le monde autour d'eux meilleur juste parce qu'ils sont tellement performantes, ils sont tellement ils ont vraiment un but en tête, c'est d'être les meilleurs qu'ils peuvent être parce que eux c'est vraiment ça leur job, right? C'est comme ils se battent pour aller aux Olympiques, ils ont des sponsors, ils ont plein de choses. Fait qu'il faut tout le temps qu'ils donnent le meilleur de eux, donc ça te force toi aussi à donner le meilleur de toi. Qui t'a le plus impressionné quand tu jouais avec? Mais c'est sûr que Marie-Philippe c'est un autre niveau là. Tu peux t'entraîner tous les jours, tu peux être à la glace tous les jours, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui un jour, peut-être là, mais il y a personne que j'ai vu jouer au hockey qui peut l'accoter pour est vraiment dans une classe à part. Qu'est-ce qui fait d'elle une joueuse supérieure? De un, je pense que c'est sa forme physique. C'est dans tous les aspects, c'est comme une des meilleures. Ça va être la plus forte, la plus vite, la plus explosive. Fait que juste là, t'as comme une machine incroyable. Puis après ça, sur la glace, tu sais, quand t'es capable de patiner plus vite que les autres, quand t'es capable de jouer plus tard que les autres, ben t'es capable aussi de penser plus vite. C'est comme si tout le monde est au ralenti. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Elle joue plus vite. On dirait qu'elle voit un pas en avant de tout le monde, tu sais. Fait que ouais, vraiment une bonne joueuse de hockey. C'est quoi ta relation avec elle? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes, tu sais, maintenant que tu travailles encore dans le hockey, est-ce que c'est le genre de personne à qui tu parles encore ou pas du tout? On était plus proches quand je jouais. C'est sûr que là, moi, je suis rendue plus loin, je suis dans le coaching. On se parle moins qu'avant, mais tu sais, c'est sûr que quand on se voit, on est encore des amis. C'est juste, tu sais, des fois, c'est difficile de garder, be in touch with everyone, you know? Ouais, avec le temps, c'est normal. Quand il y a des années olympiques, tu sais, les filles de l'équipe olympique vont à Calgary pour l'année, pour la préparation. Fait que ça change les alignements de la ligue qui était celle des Canadiennes. Qu'est-ce que ça changeait pour l'équipe quand c'était une année olympique pour les Canadiennes de Montréal? Ça dépendait des équipes. Il y a des équipes qui avaient vraiment plus d'Olympiennes que d'autres. Je te dirais que nous, on en avait quand même plusieurs. Fait que c'est sûr que ça change qui joue où, sur quelle ligne que tu es. Fait que c'est sûr que tout le monde a un plus grand rôle. Mais tu sais, il y a aussi d'autres équipes qui ont moins d'Olympiennes. Fait que on dirait que ça a ramené un peu de parité dans la ligue, que c'était plus comme on était tous au même niveau. Tu sais, il y avait des meilleures équipes, mais ouais, ça changeait la parité, puis ça changeait vraiment
qui joue où et combien de temps tu vas être sur la glace. Notre temps de glace était vraiment impacté, ça c'est sûr. Est-ce que comment dire, j'essaie de penser au côté sur glace, mais aussi hors glace. C'est quoi les relations entre vous, alors que certains sont olympiennes, d'autres le sont pas. Certains, bien évidemment, il y en a qui auraient voulu y aller, mais qui y vont pas finalement. Il y a tout un côté quand même social qui est indéniable. Je veux dire, on est des humains. Comment ça se gérait, ce côté-là? Ouais, mais je te dirais qu'on avait vraiment deux réalités différentes dans l'équipe. Il y a les Olympiens, les Olympiennes, c'est tout à leur honneur, ils méritent ce qu'ils ont, que c'est leur job. C'est des athlètes professionnels qui s'entraînent, juste par exemple, nous les Canadiennes, on avait 2 pratiques par semaine tard le soir. C'était, je pense, à 8h30. Puis ça, c'était en équipe. Puis après ça, la majorité des fins de semaine, on était partis sur la route, on avait 2 games. Mais toutes les joueuses qui sont pas olympiennes, ils ont des jobs. Fait qu'on était toutes des filles qui travaillaient 40 heures semaine, que tu arrives à la pratique à 8h30 le soir, tu reviens tard, tu te lèves tôt le matin, faut que tu t'entraînes sur ton temps, fait que c'est soit vraiment tôt le matin ou tard le soir. Tandis que, tu sais, les olympiennes, oui, ils ont des travails, mais tu sais, eux, ils ont des skills sessions de plus, ça, c'est des temps de glace, c'est 2 ou 3 fois plus par semaine. Donc, juste là, tu sais, sans rien leur enlever, mais t'as vraiment deux réalités différentes. T'as des filles qui arrivent qui ont touché la glace 2 fois pendant la semaine, puis il y en a d'autres qui ont touché 4 fois la glace, qui se sont entraînées. Donc, c'est sûr que ça crée tu peux pas t'attendre à ce que les filles travaillent, performent pareil comme les filles qui se sont entraînées toute la semaine, tu sais, puis on essayait vraiment beaucoup, puis je pense que ça nous rendait meilleurs des avoirs, parce que il faut que tu essaies de performer à ce niveau-là. Fait que ça nous a vraiment poussé fort. Mais tu sais, je sais que moi, personnellement, à la fin de la saison, j'étais brûlée. Brûlée c'est comme si tu faisais des semaines de 80-100 heures à temps plein. Là. C'était quoi ta job? C'était quoi ta job, toi, de choses? Ouais, fait que mes 2 premières années, j'ai travaillé dans un complexe sportif. C'est moi qui s'occupais, puis encore, comme je dis, je suis pas capable de me départir du hockey, j'aime trop ça. Fait que je m'occupais de tout leur programme hockey, je m'occupais de leurs 4 jours, je m'occupais de les ligues de 3 contre 3 d'été. Puis après ça, après 2 ans, je me suis rendu compte que ça me brûlait trop avoir une job de 40 heures semaine. Fait que là, je me suis plus partie à mon compte, travailleur autonome. Je faisais des skill sessions, je travaillais avec plusieurs écoles, avec McGill, avec André Laurando, j'avais une autre école à Pointe-Saint-Charles. Fait que, tu sais, juste en faisant ça, j'étais capable d'en faire une job. Ouais. Mais c'était plus flexible. Est-ce que toi, t'avais déjà est-ce que tu as déjà eu le rêve ou l'ambition d'être sur l'équipe nationale? Puis ça a été quoi ton parcours de ce côté-là? Ah, c'est sûr que c'est ça qui m'a donné le goût de jouer au hockey. Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai toujours aimé le hockey, mais au début, je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal, mais tu sais, on s'entend que j'étais une petite fille j'étais la première petite fille de ma ville qui jouait au hockey. Fait que de jouer pour les Canadiens, quand t'es jeune, ça fonctionne, mais à un moment donné. Et puis, je me rappelle pas j'avais quel âge, mais c'était les premiers Olympiques à Nagano. Ouais. 98. J'ai vu une game de hockey de Team Canada des filles je me rappelle plus contre qui jouait, puis pour vrai, ça m'a émerveillée, là. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment des filles qui peuvent jouer au hockey puis qui sont bonnes comme ça puis qui jouent toutes ensemble. Puis après ça, c'était comme, je vais faire Team Canada, moi je vais faire partie de cette équipe-là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a mis le feu en dedans, vraiment, là, la passion de vouloir jouer. C'est plus le temps avance, tu te fais pas inviter à des camps ou tu te fais couper ou juste, tu sais, il y a du monde, t'as juste vraiment jamais à donner. Il y avait tout le temps une autre fille qui se faisait prendre. Puis je pense que tu sais, ça m'a juste encore plus motivée. On dirait, je me disais, you know what, je veux juste jouer au hockey puis je veux être la meilleure. Puis on dirait qu'à chaque fois je me faisais couper ou je me faisais pas prendre puis quelqu'un d'autre se faisait prendre, mais je me disais, OK, ben je vais être meilleure qu'elle. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre. Je me suis rendue sans, tu sais, j'ai jamais fait Team Québec, j'ai jamais fait Team Canada, mais je me suis quand même rendue professionnelle. Puis... Absolument. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as comme consciemment fait le deuil de OK, je jouerai pas sur l'équipe nationale, tu sais, dans ma vie. Juste du moment où tu fais comme OK, c'est beau, c'est ça va pas arriver, c'est pas grave, il y a d'autres choses super qui ont découlé de ça. Est-ce que tu te souviens du moment où tu fais comme OK, j'accepte que
ça, c'est quelque chose que je vivrais pas, tu sais. Ouais, je me rappelle pas j'étais à quelle année de McGill. J'ai eu une vraiment bonne année. J'ai été meilleure marqueuse. Je pense que j'ai été meilleure marqueuse au Canada. J'ai gagné athlète de l'année au Canada. Puis, à la fin de cette année-là, aucune invitation. Puis, je voyais d'autres filles dans la ligue se faire inviter. Puis, c'est comme là, je me suis dit, OK, c'est plus dans les cartes. Tu sais, peut-être que mon nom était jamais là, mais je vais juste pas me rendre. Fait que, c'est là, j'ai fait mon deuil. Puis, je me suis dit, non, on se concentre, on va aller jouer pro parce que là, je savais que dans ce temps-là, c'est les Stars de Montréal. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est quoi, je vais aller jouer pour eux autres, puis je vais avoir du fun. Est-ce que des fois, tu sais, quand justement tu dis tu gagnes tu fais tu performes bien individuellement, t'es pas invité, c'est quoi les raisons pour lesquelles quelqu'un est pas invité à un camp? Est-ce que est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est que t'as pas quelqu'un qui va pousser pour toi? Est-ce que c'est le type d'identité de joueur que t'es? C'est quoi les raisons? Est-ce que tu le sais? Tu sais? C'est sûr qu'il y a un côté politique, mais en même temps, il y a tellement de bonnes joueuses de hockey au Canada. C'est ça que je me disais, c'est comme oui, je joue bien, je fais des bonnes choses, je suis quand même une bonne joueuse, mais il y en a d'autres bonnes joueuses. Le Canada, c'est vraiment, on va se le dire, on est une puissance au hockey. Mm-hmm. Toutes les filles qui sont invitées au camp, toutes les filles qui sont sur l'équipe sont vraiment bonnes. Fait que, peut-être qu'il y a un peu de politique là-dedans, peut-être que j'aurais peut-être mérité d'être invitée, au moins juste une invitation. Mm-hmm. Mais là, je me serais peut-être rendue là, puis finalement, j'aurais pas fait l'équipe. Ça serait revenu au même, mais ouais. On peut pas changer ça. Toi, t'as joué avec Mélodie, par exemple, Daou, qui est joué au podcast, évidemment, et qui joue à McGill. Est-ce que des fois tu me demandais, mais pourquoi je suis pas invité au camp? Non, c'est pas quelque chose dont je parlais. Pour vrai, je me disais, juste si je commence à focus. Ouais, mais tu sais, si je me dis, si je commence à mettre mon focus là-dessus, ça va juste comme, dans la vie, il faut rester axé sur le positif, puis me dire comme ça, c'est le négatif. Donc, si je rentre là-dedans, puis je commence à blâmer les autres, puis trouver des excuses, je suis pas une fille d'excuses. C'est comme, OK, no excuses, faut que je sois meilleure. C'est tout le temps ça. C'est la bonne attitude. Moi, c'était pas tant pour des excuses, c'était plus des explications. J'essaie de comprendre. Ouais. J'essaie de savoir en fait comment le système de Hockey Canada au niveau des invitations fonctionne. C'est ça que je me demande. On a reçu aussi au podcast une fille que c'est sûr que tu connais, Elisabeth Giguère, qui déchire la ligue NCAA, puis qui a fini par avoir des invitations, mais c'était comme encore là, c'était un peu nébuleux à savoir je veux dire, des filles de son calibre, même si ça jouait juste sur le power play, ça serait déjà incroyable. Fait que c'est toutes ces affaires-là que j'essaie juste de comprendre à travers les années comment le système d'Hockey Canada fonctionne. Puis Dieu sait qu'Hockey Canada a beaucoup de gros problèmes, plus gros que ça en ce moment. Mais j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent. À ce niveau-là, surtout que les filles, c'est pas vrai qu'ils ont autant de... C'est qui me disait... je pense que c'est-tu... En tout cas, parce on a reçu plusieurs joueuses, mais les dépisteurs, mettons, dans l'Est, puis ça, le dépistage est pas... c'est pas exactement comme l'équipe olympique masculine. Là, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de toutes les joueuses dans tous les raccoins? Je sais pas, je pose la question. C'est sûr que c'est un gros problème, ça. Moi, j'ai travaillé avec McGill, j'ai fait du recrutement pour eux autres, puis il y a tellement de joueuses de hockey, il y en a tellement plus qu'on pense. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a qui tombent d'un crack que t'as pas vu la bonne game, t'as vu une game puis elle filait pas, ou tu l'as juste pas vu, ça l'a pas donné. C'est sûr qu'il y a un aspect de visibilité. Je pense que Hockey Canada travaille fort là-dessus. Là, ils sont rendus avec un recruteur au Québec. Mais avant, c'était pas gros, c'était pas développé encore. Puis, je pense aussi qu'il y a aussi la vision de l'organisation. Ils cherchent un type de joueuse. Ils aiment ça la vitesse, ils aiment ça la force. Mm-hmm. Puis, je pense qu'au Québec, on est plus des filles... parce que je pense qu'on a toutes des différentes identités, mais au Québec, en général, je trouve que c'est toutes des filles un peu plus cérébrales qui jouent la game. C'est pas... Giguère, ça, c'est une gameuse, là. Je pense que elle s'est sûrement améliorée physiquement, mais je pense pas que c'est une Marie-Philippe Poulin qui va dans le gym et qui défonce, là, Je pense que c'est vraiment plus une joueuse qui aime ça le hockey, qui est bonne au hockey, qui comprend la game, qui est capable de la penser vite. Mm-hmm. Puis oui, 100% elle a sa place sur une équipe. Définitivement une des meilleures au monde. Mais encore là, c'est peut-être pas la vision qu'Hockey Canada veut. C'est peut-être pas ça qu'ils cherchent. C'est peut-être plus une fille de 4e ligne. Ça dépend de qui t'as sur ton équipe aussi. Si c'est juste une joueuse de 3e ligne que ça te prend, peut-être que ça te prend quelqu'un qui patine vraiment vite puis qui frappe un peu plus. Ça dépend des besoins, mais... Martin Saint-Louis avait été laissé de côté pour l'équipe nationale masculine
parce que il cherchait des gars de 3 4e ligne dans un certain style. Puis bon, finalement, il y avait Stamkos était blessé, fait qu'il était allé, mais c'est ça. C'est pas parce que Martin Saint-Louis n'est pas un bon joueur de hockey, évidemment. Je pense que. Exact. Je trouvais ça vraiment intéressant aussi quand tu parlais quand tu as vu les filles à Nagano. Tu sais, on parle souvent de l'importance de la représentativité. Tu sais, l'exemple le plus récent au moment d'enregistrer, c'est je sais pas si tu as vu passer ça, la vidéo virale, le nouveau film d'Ariel, La Petite Sirène, qui est noire. Toutes les vidéos des petites filles noires sont comme yes! C'est comme moi, ça existe. Alors que tant que t'en as pas vu, tu peux pas savoir que ça existe ou que c'est possible. Puis je trouve ça cool parce que les gens se demandent, là, parce que Nagano, c'était quand même, c'est quand même relativement récent, là, dans l'histoire. On a reçu France Saint-Louis, d'ailleurs, au podcast, qui faisait partie, si je me trompe pas, de cette équipe-là. Puis, c'est d'avoir inspiré une première génération, puis qu'après ça, des Marie-Philippe Poulain, puis des Mélissa Zaou, puis tout, qu'il y a des vagues de qui inspirent et qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey. Oui, ça, on parlait tantôt des Canadiennes. Mais ça, c'est une affaire auquel je voulais vraiment en venir parce que c'est peut-être le bout. Ça, c'est un point en commun qu'on a, ça, tu sais pas encore, là, mais on est allé en Suède avec le podcast. Raconte-moi comment tu t'es ramassé à aller jouer professionnel en Suède après les Canadiennes, puis pas n'importe où, à Modo. Ouais. Örnsköldsvik, dans la ville natale de Peter Forsberg, Marcus Naslund, Victor Hedman, Tobias Sandstrom, les frères Céline, j'en passe. Parce que c'est ça, juste pour te mettre au courant, là, pourquoi je suis. Tu vas dire, on y en sait beaucoup trop, ce jeune homme, mais c'est parce qu'avec le Forsberg, avec le podcast, on est allé faire un épisode en Suède avec Peter Forsberg. Wow! Oui, parce qu'on a fait la mission Forsberg, on a fait une campagne de financement, puis on est allé le trouver. Puis tant qu'à être là-bas, on a fait je pense 8 épisodes en 10 jours avec Marcus Naslund dans le portique de l'aréna. On s'est trouvé un coin dans l'aréna à Modo. Forsberg est à Stockholm, là, mais on a fait le président de la Fédération suédoise. Bref, on a comme eu une petite épopée suédoise de Dretsuté. Fait que j'ai encore de l'eau de la patinoire. Il est en train de faire fondre la patinoire la journée qu'on t'arrive, fait que j'ai de l'eau dans la bouteille, de la glace. Ce qui est pas normal. Le monsieur, il parlait pas très bien anglais, puis il fait juste me dire, faut pas que tu boives ça. C'est plein de produits chimiques. J'étais comme, je vais pas le boire. Évidemment, j'ai mis ça par intraveineuse plus tard, mais ça me regarde. Si ça peut me donner un avantage quelconque. Et par avantage, je veux dire une maladie grave. Non. Donc, ça pour dire, t'es allé jouer à Modo. Parce que ça, déjà, on connaît la Ligue suédoise élite. Il y a l'équivalent pour les femmes en Suède, c'est ça? Oui. La SDHL. Ouais. Depuis quelle année? C'est-tu récent, ça? Non, je pense que ça fait assez longtemps. C'est quand même assez établi. Tu sais, la Suède, j'ai adoré comment ils organisent leur hockey comparé à nous. Tu sais, on se demande pourquoi Modo, c'est comme une... Hein? J'ai dit, dis-moi tout, je veux tout savoir. On se demande pourquoi Modo, c'est comme une usine à bons joueurs de hockey, mais c'est vraiment, je pense, le modèle, le modèle suédois, tu sais, c'est, je sais pas vraiment, tu sais, j'ai pas vraiment parlé avec tout le monde, là, mais de ce que j'ai compris, c'est chaque équipe, c'est vraiment des équipes locales, puis c'est des programmes locaux, puis ça commence mineur. Fait que, tu sais, les modos, il y en a des plus petits, U12, U14, ainsi de suite. Puis, tu peux, tu sais, plus que tu investis dans ton développement, ben, plus que tes joueurs peuvent monter. Puis, je pense que chaque organisation, peut-être juste certaines, ils vont jusqu'à pro. Mais là-bas, si ton équipe est vraiment bonne, ben, ils peuvent monter de ligue, même si l'année d'avant, ils ont joué dans la division 3 professionnelle. S'ils gagnent leur division, ben là, après ça, ils montent dans Allsvenskan, qui est la 2e division. Là, s'ils sont encore bons, ils vont là. Donc, les organisations locales, ils ont vraiment beaucoup à gagner à développer des bons joueurs de hockey parce qu'ils veulent gagner, ils veulent monter. Ouais. Tu sais, oui, tu peux aller chercher des joueurs de d'autres équipes, mais ils ont pas beaucoup d'argent là-bas. Là. Tu sais, c'est pas des contrats de NHL. Là. Fait que c'est vraiment mieux pour eux autres s'ils développent leurs jeunes joueurs puis qu'ils montent dans l'organisation. Puis l'année que j'étais là, ils étaient dans la Allsvenskan, qui est juste en dessous. Modo, dans le fond, ils ont tout le temps été dans SHL. Oui. Puis là, ils ont été descendus. Fait que là, il y avait Norlander, un des espoirs du Canadien. Il y avait Engström, qui a joué dans la NHL, qui était là. Ils s'étaient vraiment monté une grosse équipe avec des joueurs qui viennent tous de là, comme dans les environs. Et puis, malheureusement, la COVID a mis fin à la saison, mais il était sur le bord de gagner, puis il allait monter en SHL.
possiblement. T'sais, il avait pas encore joué les derniers matchs, là, mais il était premier dans la ligue. Fait que, je trouvais ça tellement cool que crime, ta ville, c'est une ville de hockey, Modo, parce que justement, ils voient leurs jeunes grandir, c'est eux qui les développent, puis c'est le même partout en Suède, ils ont plein de... Fait que c'est vraiment intéressant, puis c'est un petit peu différent pour les filles, parce qu'il y en a moins. Mini parenthèse, parce que là, il y a trop d'affaires qui me passent en tête, mais on pause, on fait ça. C'est parce que nous, quand on est allé en 2018, ils venaient d'être relégués. Et c'était le drame, évidemment. C'était gros là-bas. Puis, deuxièmement, par rapport au modèle, nous, on a fait un épisode avec le président de la Fédération suédoise de hockey sur glace. Je pense qu'il est plus en poste. Je pense que quelqu'un m'a dit que ça a changé depuis. Mais Tommy Boustet, son nom, je sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose, mais on est allé dans ses bureaux à Stockholm, puis il nous a vraiment expliqué le modèle, puis je voulais juste le faire du chemin là-dessus, parce que s'il y en a qui n'ont pas écouté, en ce moment qui n'ont pas écouté notre épisode avec lui, c'est comme, nous, après, on était comme, faut que tu écrives un livre, là, parce que c'est comme un modèle d'affaires. Puis à l'époque, j'avais reçu quelqu'un de Hockey Québec au podcast, pour y faire part de ça. Hey, tu sais, c'est cool. Il m'avait même laissé des PowerPoint, Tommy, tu sais. Puis, en tout cas, la personne d'Hockey Québec en question, j'ai jamais diffusé cet épisode-là. C'était pas écoutable. Là. La personne était super fermée, puis était zéro intéressée à ça. Tous des gens qui sont plus en poste aujourd'hui. Donc, je vais t'en là, non. Et donc, mais leur modèle à eux, c'est fou comme. Puis les gens pensent souvent comme, oh, c'est bien la Scandinavie, ils ont de l'argent, puis c'est ça, mais non, genre, c'est un modèle qui était basé sur des bénévoles, mais qui était vraiment, comme ici, comme au Québec, là, tu sais, quand c'est le père de ton ami Antoine qui coach, mais dans le fond, tu sais, il a aucune idée de comment faire ça, parce que c'est pas ça sa vie, puis c'est normal. Tout le monde fait de son mieux, mais eux, ils parlaient de comment il y avait un espèce de système que c'est des gens qui encadraient les coachs dans chacune des régions, puis comment ils ciblaient les gens qui habitaient proches des arénas, comment ils rendaient le hockey accessible aussi, qu'ils envoyaient ça dans toutes les langues, tu sais, ils ont vraiment fait une job qui mérite genre un livre complet de holy shit, comme cette stratégie fonctionne, et c'est pas vrai que ça prend que c'est une affaire de milliardaires, là. C'est vraiment juste une bonne organisation avec une bonne culture puis un bon système qui a été implanté puis qui était rigoureusement appliqué. Donc, ça, c'était aussi une des affaires que en tout cas, bref, faudrait que je t'envoie l'épisode avec le gars. Pour vrai, oui. Envoie-moi là, parce que je te dis, là, le nombre de fois que je regardais juste les pratiques, j'essaie de comprendre comment ils faisaient pour, comme, j'ai comme ça, c'est tous des bons coachs, je sais pas, peut-être qu'ils investissaient plus dans les coachs, mais... C'est parce qu'il y avait des responsables par région. Fait que c'était, mettons, OK, le Nord, toi, tu t'occupes. Puis là, ces gens-là sont formés aussi par la personne en haut. Fait que c'est juste comme toute une chaîne super bien organisée de s'assurer d'aller voir les coachs puis de mettre, tu sais, puis là, ça, on rentre pas dans les détails parce que ça prendrait toute la journée, mais tu sais, OK, on met l'accent sur quoi? Sur les skills. Tu sais, avant tel âge, tu peux pas faire des tournois à plus que tant de distance, tu sais, ça sert à rien. Jusqu'à tel âge, le score, il compte pas. Parce que ça sert à rien. Faut juste que tu apprennes à patiner puis à jouer puis à avoir du fun, tu sais. Puis là, après ça, si tu fais des ligues, fait que tout ce système-là, absolument incroyable. D'ailleurs, il y a Jocelyn Thibault qui est en place à Hockey Québec. Je serais curieux d'y parler. On l'a reçu au podcast, mais avant qu'il soit à Hockey Québec, de dire, hey, c'est un rêve possible, tu sais, d'organiser ça. Et pour revenir à Modo, un moment donné, il y avait eu plusieurs reportages sur comment ça se fait que qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Modo pour qu'il sorte autant de joueurs talentueux. Puis il y a plusieurs reportages, puis il parlait souvent aussi parce que ça, c'était avant, je pense, que le modèle soit implanté. Là. Le modèle implanté par lui, c'est plus au virage des années 2000, si je me trompe pas. Et donc, il parlait qu'il y a un coach à Modo qui est un monsieur, un vieux monsieur. Je sais pas s'il est encore en vie, mais il était très vieux quand on est allé en Suède, puis on n'avait pas été capable de le pogner, mais lui, c'était comme le coach qui a coaché Naslund, tout ça, puis qui a comme été le monsieur qui a comme implanté cette culture-là. Puis c'est comme un peu ce que lui a planté, qui a été récolté. Puis il créait beaucoup de compétitions à l'interne, mais ça faisait juste, évidemment, nourrir la patente. Fait que c'était un peu ce monsieur-là qui est comme le chevalier de l'ombre de la région, tu sais, parce que tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est fucking loin de Stockholm, c'est dans le nord, c'est si pas comme de soleil. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme ça peut pas être un hasard là que tout le monde, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Puis c'était vraiment ce monsieur-là dont évidemment le nom m'échappe là, qui était comme l'instigateur, si on veut, de cette patente-là. Fermez la parenthèse, excuse, parce que tu avais ouvert plusieurs dossiers que j'étais comme je vais mourir.
je m'en souviendrai plus dans 1 minute. Fait qu'il faut que ça pour dire, tu t'es ramassé à Modo, mais comment tu pars des Canadiennes, parce que c'est pas exactement le parcours traditionnel de dire ben là je m'en vais en Suède comme tout le monde fait. C'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir de Montréal puis d'aller là-bas. Puis pourquoi Modo? En fait, c'est 2 choses. Première chose, notre ligue elle a fermé. En anglais, on dit fold. Ouais, quand la ligue est morte, là, donc... ouais. Ben, c'était bizarre comment ça a été fait parce que nous, on est allé à la Coupe Clarkson, qui est le championnat. Ouais. Puis on a eu un gros événement, un gros banquet, puis c'était super bien organisé, puis il y a plein de monde qui sont venus parler, qui, tu sais, ça avait l'air vraiment encourageant, puis ils parlaient de la ligue, où ça va aller et tout. Puis là, on joue la Coupe Clarkson, on retourne à la maison, 1 semaine plus tard, il y a un communiqué qui part. Tu sais, on n'a même pas rien reçu, là. C'était juste, on l'a appris par Radio-Canada, la CWHL ferme les portes. On a dit, hein? C'est sûr que c'est une blague? Ça se peut pas? Ils viennent de nous dire que tout allait bien, puis, tu sais, il y avait des NHLers, des anciens NHLers qui étaient venus parler, je me rappelle plus c'est qui. Là, j'étais comme, crime, ça s'en va dans la bonne direction, mais là, ça a fermé. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai nulle part où jouer. Puis tu sais, je sais que ma carrière allait finir bientôt. Tu sais, à un moment donné, quand t'es athlète professionnel, puis t'es pas sur l'équipe Canada, tu fais pas d'argent. Tu sais, on s'entend, on s'appelait les professional volunteers. C'est bien dit. Tu sais, c'est ça. Fallait que je commence à penser au futur. Puis deuxième chose, ben j'ai tout le temps voulu voyager, puis peut-être même aller vivre quelque part d'autre. Tu sais, l'hockey européen, c'est quelque chose qui m'avait déjà comme passé dans la tête. Quand tu finis l'universitaire, tu reçois plein d'offres. Tu sais, il y a plein d'équipes en Europe qui cherchent des joueurs. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais peut-être faire ça. Fait que là, j'ai commencé à écrire des coachs. J'écrivais en SDHL, qui est la meilleure ligue en Europe. Ah ouais, OK, carrément. Aussi, ouais, c'était la meilleure ligue. Toutes les meilleures joueurs sont là, européennes. J'avais écrit aussi une couple d'autres pays. Mais bref, SDHL, il y a 3 équipes qui m'ont réécrit, dont Modo. Le Modo, ben, je savais c'était qui, Modo. Tu sais, je sais que c'est comme la grosse culture de hockey. Fait que je me suis dit, why not? Puis j'ai juste sauté dans le vide. Je me suis dit, OK, let's do it. Vivre une expérience. Jouer au hockey. Voir comment ça va. Puis là-bas, quand tu joues, est-ce que t'es payé? Oui. Ça dépend. Tu sais, ils ont, dans le fond, ils ont le droit à un certain nombre d'importés. Plus t'as d'importer, plus que ça te coûte cher. Je pense que t'as le droit à 8 joueurs pour un temps montant. T'as le droit à 12 joueurs pour un temps montant. Fait qu'il y a des équipes plus riches, dont Luleå, qui est l'équipe la meilleure dans la ligue, qui est au nord. Eux, ils ont toutes les Finlandaises qui sont sur l'équipe nationale. Fait eux, ils ont plus d'argent pour payer ça. Nous, Modo, je pense qu'on était 8 importés. Et puis, tu sais, il y a des joueurs qui sont pas payés là-dedans, là, c'est pas tout le monde, là, mais admettons, moi, mon appartement était payé, ma nourriture était payée, puis j'avais un petit salaire par mois. Fait que, tu sais, je pouvais vivre de ça. C'est sûr que j'ai pas brisé la banque, là, j'ai pas vraiment fait d'argent parce que j'ai voyagé puis j'en ai dépensé, mais ça m'a rien coûté aller en Suède, jouer pendant 1 an. Wow. C'est pas pire. C'était écœurant. Quand t'arrives là-bas, ça fait que là, t'as débarqué à Stockholm. Puis là, t'as-tu drivé? T'as-tu conduit jusqu'en haut? Non, j'ai été chanceuse. Ils m'ont booké un vol de Stockholm à Umeå. Fait que Umeå, c'est comme à 1h15 de Örnsköldsvik. Ouais. On n'est pas trop loin non plus de Skellefteå, qui est là. Skellefteå, ouais, qui est aussi un autre équipe assez connue là dans le réseau. On avait arrêté, nous, voir la finale de la SHL à Skellefteå. Ouais, c'était ben, ça s'écrit Växjö, là, mais Växjö qui jouait contre eux, puis ils avaient torché en 4 avec un jeune Elias Pettersson. On se demande pourquoi. À quelques secondes d'aller dans la Ligue nationale. Ouais. Raconte-moi un peu, ouais, c'est ça, donc t'arrives là en avion, excuse me, et c'est quoi tes premières impressions, justement, de hockey professionnel en Europe? Là, on n'a aucune idée à quoi ça ressemble, le hockey professionnel féminin en Suède. Qui connaît ça? Personne, honnêtement. C'est comme, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est professionnel? C'est quoi aussi les pratiques, les coachs? Comment ça se passe? C'est quoi tes premières impressions de filles qui arrivent quand même d'un haut calibre aussi? Là? Ouais, première chose, c'est juste la logistique pour se rendre là. J'ai trouvé que c'était vraiment bien organisé, c'était pro. Tu sais, il m'avait envoyé une cédule avec exactement, tu sais, parce que c'est quand même quelque chose
de gros. Tu t'en vas dans un autre pays, passer une année de ta vie, tu connais personne. Fait que, tu sais, il m'avait vraiment, il y a un horaire avec qu'est-ce que j'allais faire, quel vol, ou qui j'allais rencontrer. Tu sais, quand je suis arrivée là-bas, il y a quelqu'un qui est rentré, qui s'est présenté. C'était notre coach adjoint. Il m'amène à l'aréna. Il va me donner mon nouveau stock. Même, je pense que je suis arrivée, mon stock était tout étendu. Tu sais, c'était quand même beau, là. Je suis arrivée là, puis je me suis dit, crime, il m'attendait. Fait que tu rentres dans la chambre. C'est quand même des belles installations. C'est plus professionnel de ce à quoi j'ai été habituée. Fait que, tu sais, j'arrive là-bas, tout mon équipement, il est prêt, fité comme je le veux. J'ai 6 bâtons. Nous, CWHL, on n'avait pas de bâtons. Notre équipement, à part les culottes, les casques, les gants, c'est tout. Moi, j'avais tout. Après ça, il m'a emmené à mon appartement. J'habitais avec 2 filles dans l'équipe. C'était pas super. Il y avait une autre Canadienne qui était là. Fait que, tu sais, l'arrivée, ça s'est vraiment bien passé. Après ça, côté hockey, les premières pratiques, tu sais, j'ai réalisé que c'est pas le même calibre, là. C'est sûr, c'est la meilleure ligue en Europe. Mais ça n'a rien à voir avec les Canadiennes. On s'entend quand tu es habitué de pratiquer avec Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellet, tu sais, c'est comme t'arrives là, puis c'est pas pareil. Puis c'est aussi les joueurs de hockey, tu sais, là-bas il y a pas tant de joueurs de hockey, fait qu'on jouait avec beaucoup de jeunes. Modo, tu sais, je sais pas combien d'organisations en ont, mais Modo ils ont un U16. Fait que ça c'est les joueurs de ici high school, c'est secondaire. Fait que des joueurs de secondaire qui remplissaient notre équipe. Un petit peu. T'sais, on était les 8 importés, plus je pense comme 4-5 bonnes Suédoises. Puis après ça, c'était tous des jeunes de 16-17 ans qui comme alternaient puis qui remplissaient les spots. Fait que c'est sûr, c'est vraiment pas la même chose. Les pratiques, ça allait bien. C'était correct. C'était du bon calibre. Les pratiques étaient bonnes. Notre coach Bjorn, très bon. Évidemment que votre coach s'appelait Bjorn. C'est pas du tout cliché. C'est ça. Non, c'est ça, c'était bien, puis ce que j'ai aimé, c'est les pratiques sont en anglais. Tout le monde parle l'anglais là-bas, tu sais, c'est vraiment pas des paysans, c'est comme un Canada scandinave. À part que c'est ça, scandinave, voilà. Fait que c'était bien pour vrai, C'est quoi le plus gros clash culturel que tu as vécu en habitant là-bas? Je m'attendais vraiment à pire pour vrai, là, mais je pense que l'affaire qui était moins le fun, c'est que moi, je voulais travailler un peu, tu sais. Oui, je suis payée, puis je suis bien, mais j'aimerais ça remplir mon temps parce que, tu sais, je suis habituée de travailler en masse, puis là, j'arrive là, puis je fais juste jouer au hockey puis pratiquer. On dirait que ça marchait pas. Mais là-bas, si tu parles pas suédois, c'est comme... C'est vrai. Puis, tu sais, c'est pas des gens vraiment... tu sais, ils sont super gentils, mais, tu sais, la fin de semaine, tout le monde va dans leur chalet, ils sont plus en famille. Fait que, tu sais, mettons, là, que ça te tente d'aller prendre un drink ou quelque chose, ben à 8 heures, là, il n'y a plus personne dans les rues. Tu sais, des fois, je me dis, j'ai faim, tu sais, j'aimerais ça aller manger quelque chose. Il est rendu 9 heures le soir. Ici, tu peux aller n'importe où. Il y a des magasins, il y a des restos d'hiver. Là, c'est comme, non, si t'as pas de bouffe chez vous, tout est fermé. Fait que t'es vraiment dans le nord. Ouais. Je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le soleil. Je sais pas quand t'es allé en Suède, là, mais moi... C'est en avril 2018. C'est pas super, ça. Ouais. Comme là, il y a du soleil. Mais mettons, je me rappelle pas si c'était en novembre ou en décembre. Il y a une journée, on allait jouer au hockey, justement à Skellefteå. Une game hors concours. Il est 1h30, il fait noir dehors. C'est là que j'ai comme fait, oh my God. Il est 1h30, je sais sûr qu'il était rendu 4h, on jouait à 5h. Je me dis, mais on est en retard. Il est 1h30. Fait que c'est vraiment, ça, c'est tough pour eux. Ouais. T'as parlé de resto. Est-ce que en fait, t'as pas le choix si t'étais parce que c'est une petite ville, genre, il n'y en a pas 8000. Est-ce que vous alliez toujours manger au resto des joueurs de hockey de Modo, le resto italien? Est-ce que ça dit on est allé une couple de fois, oui. C'est comment ça s'appelait? C'est-tu Mamma Mia, genre, quelque chose? Mamma Mia, ça, ouais. On y allait souvent là-bas. Ben oui. Il y avait tout le temps les joueurs de hockey de l'équipe, des gars qui étaient là. Ouais. Puis on allait aussi au resto en haut. Je sais pas si t'es allé à celui de l'Arena. Oui, j'ai mangé dans les. On a comme une vue sur la patinoire, genre. Ouais, c'est hot ça, hein. Ouais. Nous autres ici, on y allait voir les gars jouer puis on mangeait au resto. C'est vraiment cool. Un petit buffet, tu peux manger autant que tu veux. Et c'est vous bien chumé avec l'équipe des gars? C'était quoi la relation avec les gars? Pas tant que ça. Tu sais, de un, ils étaient pas souvent là. Les Suédois, on s'entendait bien avec eux, mais tu sais, à part les gars, je pense qu'il y en avait 2 importés. Ils ont juste droit à 2 importés. Toutes les autres, non, on aurait aimé ça, mais non.
Ça se passait pas. Non, c'est ça. Il y avait pas de couple joueur-joueuse pour Modo. Non, parce qu'il y a tout le temps un roulement. Tu sais, eux autres, je pense qu'avant, ils étaient à SHL, fait que c'était tous des joueurs de SHL. Là, ça retombait à Zvinskin. Fait que là, c'était plus des jeunes. Tu sais, il y avait beaucoup de jeunes joueurs 18, 19 ans. Il y en a même qui allaient au high school avec les joueuses. Fait que, oui, il y en a qui se connaissaient, mais c'est ça. Le resto en question, Mamma Mia, c'est comme un peu le Hall of Fame, genre de la ville. Là. Il y a des jerseys, tu sais, genre, puis je sais pas si t'as rencontré le proprio, mais le proprio, il donne un bon show, là. Comme nous, je pense qu'il savait qu'on était étrangers, puis en tout cas, on était venus pour faire des trucs, fait qu'il est venu à notre table, puis comme il nous a vraiment comme donné son je pense qu'il est comme rodé, là, tu sais, puis il parlait bien anglais, puis c'est une comptait, là, tu sais, comme je pense Forsberg, il débarquait avec, mettons, un sac en plastique, puis là, il lâchait ça, mais tu sais, c'était comme ses jerseys, genre, c'était comme, fait que là, toutes les jerseys, parce que tous les murs sont ornés de chandails, de tous les gars qui ont, puis c'est comme un peu, ils reviennent à la source, puis ils donnent au gars, puis ils mettent ça dans des cadres, tu sais. Puis il y a même une lettre des Nordiques de Marcel Aubu sur un des murs. Parce que, ouais, j'ai jamais remarqué. Ouais, parce que Forsberg appartenait aux Nordiques, puis ça, fait que là, je pense qu'il l'avait, je sais pas s'il avait été le voir jouer ou je sais pas trop quoi, en tout cas, bref. Mais oui, c'est comme, tu sais, si tu vas manger là, puis t'habites pas là, genre, puis t'es en visite, c'est sûr que tu fais le tour du restaurant comme un peu un musée, juste pour t'assurer de voir toutes les affaires. Tout le monde aime la pizza, là. Puis genre, les Italien, puis lui, c'était comme un fils d'Italien, je pense, qu'il disait, là, le gars. Mais oui, ça, c'est un affaire qui m'avait beaucoup marqué, qu'en Suède, tu sais, faut que tu apprennes le suédois si tu veux vraiment t'intégrer, là. Toi, t'étais là 1 an. Est-ce que t'as comme un peu pick-up le suédois ou pas du tout? Un petit peu, là, mais c'est tellement difficile comme langue, tu sais, l'italien, tu peux un peu langue latine, ouais. Eux, ils ont des cas, il y a trop de consonnes, on dirait, j'avais vraiment de la misère. Tu disais souvent tac. Tac. Qui veut dire merci pour les. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Il y a une fille, c'est comme, je sais pas si ça a eu un impact dans ta décision d'aller en Suède, mais drôle de hasard. Une des filles des Canadiennes jouait avec toi l'année d'après à Modo en Suède, et ce n'est pas une Canadienne. C'est-tu un hasard, tout ça, ou vous étiez parlé, vous dites on s'en va là ensemble? Et... Ben, c'est sûr que, tu sais, quand je cherchais des équipes en Europe, tu sais, je veux connaître quelqu'un un peu, au moins, là. Fait que c'est sûr que ça l'a orienté un peu vers quelle équipe j'approchais. Mais non, c'est ça, Marion Alemos qui était avec nous, mais il y avait aussi Laure, fait qu'il y était deux Françaises qui ont joué. Laure, je me rappelle plus si elle jouait ou si elle jouait juste avec l'Université de Montréal. Bref, les deux étaient là. Puis pour vrai, ça m'a tellement aidé. Je pense que j'aurais pas eu la même expérience si j'avais pas eu quelqu'un que je connaissais là-bas. Parce que tu passes quand même 1 an de là, puis mon équipe était très jeune. Fait que tu sais, c'est comme des filles qui viennent de sortir du secondaire, des filles de 16, 17, 18 ans. Fait que tu sais, ouais, c'est ça. C'était différent de ce que je t'habituée. T'as comme 30, genre, je sais pas trop quoi. Ouais, j'avais 30 ans. Fait que tu sais, arrivé là, je me disais, OK. J'ai le double de ton âge. C'est ça, là. Ah, des fois, je me disais, crime, je coach des filles de cet âge-là en ce moment, là. Ouais, fait que les avoirs là, c'est sûr ça l'a aidé, puis pour vrai, ils ont été super. Et eux, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient là, ils connaissaient le monde, ils m'ont fait visiter la ville, ils ont vraiment été, ils m'ont pris sous leur aile, là. Ça. OK, eux étaient là depuis déjà 1 an, Marion. Ouais. Qui elle, ça doit avoir tout un parcours, hein, française, capitaine de l'équipe de France, qui est partie pour venir jouer à Montréal. Je t'écrirai plus tard, tu te mettras en contact avec. Je pense que ça serait une bonne, vaut la peine, oui. Une bonne invitée, parce que tu sais déjà que le hockey en France c'est une chose, mais le hockey féminin en France, une autre affaire, tu sais, duquel j'ignore tout là, tu sais. Ouais, c'est ça, Marion Alemos. Bref, donc. Ça vaut la peine pour vrai. Oui. En plus, eux. Oui, je suis sérieux. Ouais, non, eux, la France, ils se battaient pour un spot aux Olympiques. Oui. Fait que, tu sais, l'année que moi j'étais là, eux, ils en parlaient, ils étaient comme, hey, c'est possible, ça nous prend juste un tournoi de qualification qu'on gagne. Malheureusement, ils ont perdu, je pense, contre la Suède au dernier tournoi de qualification. Justement, la Suède, que tu t'attends qu'ils vont être dans le groupe 1, mais qui est défendu. Ouais. Fait que malheureusement, ils l'ont pas fait, mais tu sais, pour vrai, ça. Oui, je vais te donner son contact, elle vaut la peine. C'est super. Es-tu retournée Ah non, elle est encore là-bas. Elle est rendue coach, je pense. Oh, je sais plus. J'ai perdu. Je pense qu'elle est rendue coach dans une autre équipe. Que j'ai vue là, sur Elite Prospects. Mais elle a joué, là, je pense, jusqu'à l'an passé.
Ça, c'est-tu exact. l'année... C'est-tu l'année de la pandémie que tu jouais là-bas? Oui. Fait que genre, est-ce que ça a comme choqué et t'es revenu? Genre, c'est comme ça que ça a fini? En fait que c'était 2019-2020. Moi, en janvier, j'ai eu une grosse commotion. Ça faisait plusieurs, là, c'est ça qui a mis fin à ma carrière. Ça faisait, avec les Canadiens, j'en ai eu 2 grosses. Puis, on dirait que plus que j'avançais dans le temps, tu sais, un moment donné, quand tu travailles autant, puis que t'en fais autant, tu sais, on dirait que mon corps me parlait, là. Non, ça marche pas. Comme là-bas, ça allait bien, tout allait bien, mais on faisait beaucoup de routes, tu sais, comme on allait jouer à Gothenburg, c'était à 14 heures de route de modo, après ça tu reviens, puis tu nages 3 en ligne. Puis là, je pense que ça faisait comme 2 games la fin de semaine, puis on jouait sur la route. Puis là, on jouait un mardi soir, je pense, contre la meilleure équipe dans la ligue. Puis, tu sais, mon corps était fatigué, là, je vais l'avouer. Puis je jouais beaucoup, là. Glace olympique, on jouait à 3 lignes, tu joues entre 25 et 28 minutes par game. Puis c'est ça. J'ai eu une grosse commotion. Je suis rentrée dans une fille qui sortait du banc de punition. Qui est vraiment mauvais timing. Tu sais, c'est comme si tout arrivait. Que je m'en allais en échapper. La fois qu'elle s'en vient, je vire ma tête. Il y a personne. Je revire ma tête. Il y a quelqu'un. Je rentre dedans. Puis that was the end. Puis celle-là, tu sais, pendant, je pense, 1 mois, j'ai essayé de rester en Suède. Une fois par semaine, j'ai essayé de rembarquer sur la glace puis pratiquer. Puis j'avais le mal de mer, le mal du mouvement. Ouais. C'était vraiment... puis tu sais, j'avais de la misère avec la lumière. Fait que dès que j'embarquais sur la glace, je faisais OK. Finalement, j'ai décidé de revenir. Puis, tu sais, c'est pas pour être méchant, mais c'est peut-être une bonne chose parce que 1 mois plus tard, ça a fermé à cause de la pandémie. Je pense que je suis partie mi-février, puis comme le 13, tout a commencé à fermer. Il y a des filles qui sont restées pognées là-bas. Ils ne pouvaient pas revenir au Canada. Il a fallu qu'ils passent par la France. Ils sont restés pognés en France. Je me suis dit, wow, une chance que je suis revenue avant ça, tu sais. Un mal pour un bien, finalement. Ouais. Est-ce que tu te serais vu, avant la commotion, rester en Europe encore une couple d'années, jouer au hockey? Peut-être changer de club ou je sais pas trop? Ouais, ben, tu sais, une des raisons que je voulais jouer en Europe, c'était de pouvoir voyager. Ouais. Mais modo, t'es tellement loin dans le nord que c'est comme 7 heures de train te rendre à Stockholm. Stockholm, c'est malade. Ça, je pense que le refaire une autre fois, je serais allée habiter à Stockholm. J'aurais choisi une équipe. Djurgårdens ou? Djurgården, qui est littéralement dans le milieu de la ville, qui est vraiment une belle arène, ouais. C'est sûr que j'aurais choisi une équipe plus proche d'une grosse ville pour pouvoir voyager. C'est une grosse partie de ça, là. T'en as-tu profité pour, justement, tu dis voyager, où est-ce que t'as été pendant que t'étais là-bas? T'en as-tu un peu profité ou? Ben, un petit peu, tu sais, on voulait faire un gros voyage, une couple de filles dans l'équipe, on voulait aller à Prague, mais notre plus gros congé de l'année, c'était 4 jours. Tu sais, parce que notre saison c'était pendant Noël. Fait que ça l'a comme pas à donner, puis en plus, on voyageait, on était à Gothenburg. Fait que là, notre premier jour de congé, c'était le bus pour revenir de 14 heures. Fait qu'on s'est dit, OK, on va rester à Gothenburg, puis on va fêter Noël là-bas, puis on a passé comme 3-4 jours dans la ville. C'est sûr que c'est pas Stockholm, fait que plusieurs choses étaient fermées vu que c'était les vacances, mais c'est juste de pouvoir être pas dans le nord, dans une petite ville, puis juste pouvoir profiter de ça fait du bien. C'était comment ta relation? Tu sais, comme, est-ce que t'avais des relations avec les filles, justement, qui ont 16-17 ans? Comme, est-ce que t'étais comme, vous jasiez ou, tu sais, ils parlaient de leur robe de bal, tu étais comme, j'ai pas envie d'avoir cette discussion. Non, mais comme, c'était quoi votre rapport, genre? Ben, c'est ça qui était top, tu sais. T'étais-tu comme si t'es ma fille? Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'as mis au hockey, je pouvais les aider un petit peu, tu sais. J'essaie d'avoir un rôle comme plus d'une role model avec eux, genre, les aider, puis comme, leur donner confiance, les encourager, mais il y en a, tu sais, surtout les plus jeunes, là, je pense qu'il y en avait une de comme 15 ans. Elle, je pense que je l'intimidais un petit peu, là, juste parce que j'étais plus vieille puis j'étais importée. Puis les deux, ben, ils comprennent pas totalement l'anglais rendu à cet âge-là encore, tu sais, c'est quand même, ils sont comme brouillons. Fait qu'on avait de la misère à communiquer ensemble. Il y en a avec qui je m'entendais un petit peu mieux, c'est sûr, surtout qui jouaient beaucoup puis qui étaient sur tous nos road trips. Mais la majorité, c'était comme, il y a le barrier de, tu joues professionnel puis tu joues avec des petites, fait que c'est comme, pourquoi on n'a pas comme deux. Mais de quoi vous parliez hors glace, c'est ça que je me demande. Des fois, ils me demandaient comment c'était au Canada, puis ils me posaient des questions sur comment était ma vie ici. Mais comme autre que ça, pour vrai, on n'interagissait pas beaucoup ensemble, malheureusement. Là. C'était difficile. C'était difficile.
Marcus Naslund, il habite encore à Molo. Est-ce que lui ou d'autres anciens NHLers sont venus un peu vous parler ou as-tu eu la chance de croiser des gens qui t'ont un peu impressionné? Le seul que j'ai croisé, c'est Engstrom. Ouais, parce qu'on s'entraînait en même temps dans le gym. Tu sais, les gars, ils utilisent le même gym que nous. Fait que, tu sais, je croisais les gars des fois, j'ai parlé un petit peu, mais non, malheureusement, Naslund n'est pas venu. J'aurais bien aimé, par exemple. Là, ça aurait été le fun. Très low profile. Tobias, qui était anciennement défenseur des Jets de Winnipeg et même avant ça des Trashers d'Atlanta. Qui était un grand ami des Poolers. Il était quand même très offensif comme défenseur à une certaine époque. Il l'avait encore quand même. Ah ouais, mais là, attends, il part de la nationale, il s'en va en Suède, il va avoir une petite coche sur les autres. Là, je pense. Non, c'est ça, il l'avait pas mal. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette année-là en Suède? Je pense que mon meilleur souvenir, c'est notre party d'Halloween. Que c'était comme la première fois qu'on dirait que tout le monde était lousse. Tu sais, comme, il y a tellement de différences en âge, différences en langage, différences en plein d'affaires, puis là, c'était comme, je sais pas, tout le monde était là, la première fois que toute l'équipe était là, puis ça a été un bon party. C'était le fun. Dans le type de personnalité, genre dans les mœurs, là, c'est quoi, tu trouvais la différence entre des joueuses de hockey canadiennes et des joueuses de hockey suédoises, personnalité-wise? Je pense que les Canadiennes, vraiment plus compétitive, c'est comme mettons tu vas dans le coin, tu sais que tu vas te faire brasser là. C'est pas une mauvaise chose, là, on se rend meilleur de même. Là-bas, puis encore je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait peur, parce que j'étais un importé que j'avais joué. Tu sais, ça c'était pas pareil. Je savais que j'allais dans le coin puis j'allais pas avoir beaucoup d'opposition. Ouais. Est-ce que tu as commencé à faire de la snooze pendant que tu étais là-bas? C'est quoi je parle? J'ai le droit de parler de ça, oui. Les fois, justement, le party d'Halloween, ils m'ont fait découvrir ça. La snooze. Tout le monde qui va en Suède, encore plus les joueurs de hockey. Incroyable, hein? Ils reviennent avec ça. Et j'ai tous les gars de hockey que je connais, hey, tu m'en donnerais, hey, là, je suis à sec, là, je vais importer, et c'est comment ça, genre de petites, ça, c'est très scandinave, là, j'en parle parce que les gens au Canada qui ont pas été en Scandinavie ont aucune idée que ça existe, mais c'est genre des petites poches de tabac que tu te mets dans la gencive. Pas que j'en fais, là, le tabac, ça m'écoeure trop. Mais oui, le monde qui commence sont complètement addicts. Ah, ils font tout ça? Moi, au début, là, les premiers jours, j'étais comme, tu sais, il y a peut-être une pouch de même à terre, ça arrive. Je suis comme, voyons, c'est quoi toute cette cochonnerie-là à terre? C'est du tabac. Ils font tout, même mon coach, des fois. Mais oui. Dans le meeting, il y avait ça dans l'œuf. J'étais comme, voyons donc, qui fait ça, là. Tu vas au resto, tout le monde en a dans ses poches, tu sais, comme la petite roulette, là, le truc de métal. Ouais, c'était vraiment, j'en avais ramené en plus, tu sais, comme là-bas, c'est la grosse affaire, j'en avais ramené plein, finalement. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je sais pas si je l'ai perdu. Mais, t'avais-tu essayé? Tu sais, il y avait de la blanche, là. Non, j'ai rien essayé de ça, ça m'écoeure trop. C'est pas exactement bon pour la santé aussi, il faut dire. Non, c'est ça, non. Mais tout le monde le fait. On dirait qu'ils s'en rendent pas compte. Tu sais, je leur demandais, j'étais comme, vous savez que c'est du tabac, hein? C'est comme de la cigarette. Comme, non, c'est pas pareil. Oui. Ben, pas cancer des poumons, mais cancer des gencives, là. C'est ça. Je pick your poison, comme on dit. Est-ce qu'il y a une affaire qui m'a vraiment fasciné avec la Suède? Ça a été une information qui m'a été corroborée par plusieurs Suédois. Je sais pas si tu l'as vu, mais les Suédois, typiquement, sont blonds. Tu sais, c'est comme l'image cliché qu'on a, les Suédoises sont blondes. Puis, j'ai parlé à plein de Suédoises qui me disaient genre, je trouve ça malade, là. Je sais même pas si tu me diras si t'es au courant de ça ou si t'as jamais entendu parler de ça. Que oui, ils sont généralement châtains ou sont souvent châtains ou blonds de naissance, mais ils se teignent les cheveux plus blonds. Oui, ben oui, toute la gang font ça, mais à leur défense, ils sont blonds en dessous, mais je sais pas, ils veulent une platine, je sais pas. Oui, mais c'est ça que je trouve quand même intéressant de comme, ah oui, non, je suis blond, mais j'ai un quota. Je vais être vraiment, ça, j'ai comme une image à respecter. Puis là, ils se teignent plus blond par-dessus. Je trouve ça quand même fascinant, cette affaire-là. Et puis c'est quand même impressionnant. Par exemple, les enfants, là, c'est tout blond, quasiment blanc. C'est fou. C'est vraiment impressionnant. Oui, ça fait un peu... quand t'es en Suède, t'es comme, mon Dieu, mais on dirait comme la race aryenne. Comme si c'est comme, il y a quelque chose de comme épeurant. Ils sont toutes comme ça, c'est fou. C'est vraiment... je m'attendais pas à ça, je le savais, là, tu sais, le stéréotype, mais t'arrives là-bas puis c'est vraiment le même. C'est fou.
t'es revenu au Canada juste avant que le monde mette le petit signe dans la porte, fermé pour 2 ans. Et parenthèse, sur ton livre Prospects, il y a une affaire que j'ai aucune idée que ça veut dire, puis je suis comme, c'est quoi ça? Il y a comme tes stats de tes équipes, tout ça, mais genre une parenthèse qui dit que tu as joué pour une affaire qui s'appelle Universiade. Parce que je sais pas que ça veut dire quoi. Je sais pas si c'est en français ou en anglais. Puis que tu as joué au hockey pour ça, ou tu as eu des stats un peu démesurés. C'était quoi ça pour le Canada? Tu aurais joué pour le Canada à Université. C'est quoi? C'est les Jeux de... c'est comme un mini-olympique pour les universités. Fait que dans le fond, ils font un Team Canada avec tous les meilleurs joueurs de hockey universitaires. Je pense que c'est aux 2 ans. Puis nous c'est en Italie. Fait que tu vas là, puis il y a plein de disciplines. Il y a pas juste le hockey. Fait qu'il y a un village des athlètes, il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fermeture. C'est vraiment cool. Mais là, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis c'était à quelle ville en Italie? Trentino. Puis vous aviez une équipe de feu, là, j'ose croire. Ouais, on était très bonne cette année-là. Mais tu sais, je pense pas que tous les pays ont les mêmes critères. Nous, au Canada, on a U Sports, qui est la ligue universitaire, puis c'est très fort. Mais je pense que aux États-Unis, la NCAA, ils n'ont pas le droit d'y aller. Ah! C'est pour ça que, comme contre les États-Unis, c'était pas vraiment les joueurs. Je pense qu'eux, il faut qu'ils soient amateurs, donc ils peuvent pas être dans une université D1. En tout cas, je sais pas trop c'était quoi les règles, mais bref, c'est ça. C'était pas toutes les meilleurs que tu t'attends. Fait que vous avez pas eu beaucoup de compétition. Non, tu sais, c'est sûr que la Russie, je pense que c'est leur vraie équipe, comme leur équipe nationale ou environ. Puis Japon aussi, je pense. En tout cas, bref, il y avait une couple d'équipes qui était bonne. Je pense que c'était comme leur équipe nationale. Mais en même temps, c'est ça. Vous avez gagné, là. Ouais. La finale 12-1. Non, je sais pas comment ça a fini, c'était ça, mais. La finale, je pense qu'elle était quand même serrée, comme 3-1. Ouais, quelque chose de même, mais c'était comme le plus serré, là. La Russie. Qui était leur équipe nationale. Ouais. Ben là. puis nous, nos joueurs universitaires, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Bref, t'as ensuite accroché tes patins comme joueuse, mais t'as redécroché pour coacher. Et t'as coaché quand même, t'as quand même beaucoup d'arrêts à ton pedigree. Assistant de coach André Laurando. T'as sûrement dû rencontrer Alex Dandonneau. Ben oui, je travaille avec lui. Tu le connais? J'ai été... oh mon Dieu. J'ai été assistant coach avec lui, mais je mets des gros guillemets assistant parce que j'étais vraiment plus comme un figurant en arrière dans un sitcom qui fait semblant de boire du café d'une tasse vide. Mais non, ça, il a coaché à mon ancienne école secondaire il y a plusieurs années, puis c'était avant que je fasse l'école de l'humour, puis j'étais comme un peu assistant pour une année avec lui, puis mais c'était toute une tête de hockey, là, c'était comme quand même intéressant. Mais toi, tu étais assistant coach avec les filles, je pense l'équipe des filles. Oui. André Laurando au cégep, skills coach McGill Bishop aussi. Ouais. Head coach Bantam 3. Et quand OK, t'as fait une... Ouais, c'est ça, il y en a pas mal, là. Ça commence à tu sais, c'était comme sur plusieurs années. Fait que je pense que pendant 4 ans, j'ai été André Laurando, adjointe pendant que je jouais avec les Canadiennes. Après, puis j'ai été aussi en même temps skills coach avec McGill. Tu sais, McGill, j'ai comme tout le temps été avec eux autres vu que j'ai joué là. Je suis curieux par rapport à skills coach qui est comme un titre de plus en plus populaire, tu sais. Qu'est-ce que vous faites exactement, skills coach? C'est quoi exactement que vous faites? Tu sais, quel genre d'exercice? Qu'est-ce que vous travaillez? Surtout les habiletés individuelles, techniques, mais aussi beaucoup de tactiques individuelles. C'est plus de l'individuel. Fait que, mettons, du patin, ça pourrait être le contrôle des edges ou comme certains mouvements de patin pour t'aider à sortir de la pression. Technique de lancer. T'sais, tactique, ça pourrait être plus comme protection de rondelle, approche au porteur. C'est toutes des choses que t'as pas le temps de pratiquer avec ton équipe quand t'as une pratique d'équipe. Il y a tellement de choses à travailler. Fait que skills coach, on travaille plus individuel. Fait que des fois, j'allais aux pratiques, j'avais 30 minutes pour faire comme du patin, des lancers, des choses de même. Puis après ça, je restais pour la pratique, mais comme moi, ma tâche, c'était d'aller corriger l'individuel au lieu de corriger l'exercice en tant que tel. Je sais pas si ça fait sens. Oui, c'est vrai que c'est rendu the thing, hein, skills coach. Il y en a de plus en plus, puis il faut que ça aille vers ça un petit peu plus, là, parce que
on fait beaucoup du collectif, mais si tu veux te rendre au prochain niveau, c'est de l'individuel des fois, tu sais, que ça te prend, surtout au hockey mineur. Là. Ouais. Puis tous les joueurs qui nous font saliver de par leur talent, c'est tous juste des gens qui ont passé beaucoup de temps sur la glace tout seul, là, tu sais, Patrick Kane, les Crosby de ce monde, c'est Crosby là, qui s'était ramassé à Mont-Tremblant en Noël, jour de l'an, à travailler, genre une sortie de zone sur une sortie du coin dans une passion extérieure. C'est parce qu'il fait des trucs en solo. Là, tu peux pas juste développer ça en pratique collective. Ça prend du temps où tu gosses avec une rondelle. Ouais, ça, c'est ce que je coach. Oui, c'est ça, c'est que là, t'as commencé comme assistante André Landau. Quand t'as coaché en chef Bantam 3, ça a été quoi les plus grandes adaptations? Tu sais, assistant coach, t'es plus proche des joueurs, tu sais, il y a un rapport assez différent, un peu plus relax. C'est pas toi qui conduis le bateau nécessairement, tu sais, autant que quand t'es tombé coach en chef Bantam 3, ça a été quoi tes plus gros apprentissages cette année-là? Ben c'est ça. Je coachais avec le Triolet, ça c'est après la Suède. Fait que tu sais, je coachais André Laurando quand la CW a fermé. Je suis allée en Suède quand la COVID a frappé. Ben là, les seules personnes qui travaillaient, c'était les sports-études. Fait que c'est pour ça. T'as aussi une belle opportunité. Tu travailles temps plein, tu fais du hockey. Fait que je coachais les deux équipes. J'avais le Pee-Wee 3 puis le Bantam 3 féminin. Première expérience en chef. Puis je crois que la grosse différence en chef, c'est plus le seul mot qui me vient en tête, c'est du management. Fait que la gestion. Il faut que tu fasses une planification annuelle. C'est ça la grosse affaire. Là. Comme moi, comme le hockey, je suis capable. Là. Ça c'est capable, mais d'être capable de dire OK, mon équipe est là, puis je vais être capable de l'amener là à la fin de l'année, mais c'est tout ça qu'il faut que je planifie. Fait que il faut que tu planifies ton repos là-dedans. C'est quand que je fais des pratiques plus intenses, c'est quand que je fais des pratiques moins intenses. Puis ça vient vraiment avec l'expérience. Fait que de l'avoir vécu, c'est bon, mais il faudrait que j'aille plus de millage pour comme vraiment le comprendre. Fait que j'ai vraiment aimé ça, cette partie-là plus gestionnaire, on dirait. Ouais. Puis là, dans le fond, ça a été juste cette année-là que tu as fait ça, dans le fond, après ça là. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'ai fait cette année-là, puis en même temps, des chefs m'ont approché vu que j'étais à Sherbrooke. Ils ont dit ça te tente-tu de joindre à nous, tu pourrais être juste notre skills coach. Fait qu'avec eux autres, je faisais une pratique semaine. J'ai pas eu le temps d'en faire ben malheureusement, parce que la COVID, universitaire, vu que c'est des adultes, c'est différent, il y avait pas le droit de pratiquer, fait qu'on a comme jamais eu de pratique. À part, je pense qu'on a eu comme 4 au début de l'année. Puis là, à la fin de mon année au Triolet, McGill m'approche, me dit hey, on a un poste à temps plein, adjointe, ça te tente-tu? J'ai pensé fort parce que j'étais bien à Sherbrooke, honnêtement. J'adore la ville, pas de trafic, je suis en charge, je fais ma petite affaire, j'ai mes 2 équipes. Mais coach universitaire, qui dit non à ça. Fait que j'ai dit oui, je suis retournée, puis McGill, c'est comme I love it, c'est où je suis allée, j'ai comme vraiment un gros sentiment d'appartenance. Puis travailler avec des joueurs élites, c'est super. Fait que c'est ça. Fait que j'ai passé 1 an avec eux. Puis là, on dirait que j'adore le coaching, j'adore redonner, mais universitaire, puis probablement plus haut, c'est comme 7 jours semaine, t'as du recrutement, surtout assistant de coach universitaire, là, le recrutement, c'est tellement rendu compétitif que chaque vendredi soir, si t'as pas de game, t'es dans l'aréna, samedi soir, t'es dans l'aréna, dimanche, t'es dans l'aréna, à la fin de la saison, il y a tout le temps des showcases, des tournois provinciaux. Fait que je me suis dit, crime, j'aime ça coacher, mais le recrutement puis le côté administratif de tout ça, ça m'a comme fait réaliser que je veux une famille, je veux être là, à the end of the day. Fait que j'ai comme mis le coaching puis le hockey sur le côté, puis je me suis dit OK, il faudrait peut-être que je me trouve une job que genre c'est de semaine, c'est plus stable, c'est comme. Puis là il y a la Force de Montréal qui m'ont approché. Timing. C'est ça, je me dis tout le temps comme faut peut-être que je passe à autre chose là, OK, mais always finds a way back. Fais penser à Al Pacino dans le Parrain étoile, comme Just when I thought I was out, they pulled me back in. Non, mais en même temps, c'est tellement des belles opportunités, puis la Force, j'ai plus un rôle de skills coach avec eux autres pour l'instant. Fait que c'est ce que j'aime. Je suis pas obligée de suivre l'équipe partout pour tous les matchs. C'est sûr que c'est juste 24 matchs sur 12 fins de semaine. Fait que c'est pas super, quand tu y penses, c'est 12 fins de semaine, j'ai pas de recrutement à faire. Fait que
C'est le coach de McGill qui est devenu le coach de la force, donc là, c'était avec comme un lien aussi. C'est ça, tu sais, c'est Peter, puis Peter, je l'aime beaucoup. Ça a été un de mes meilleurs coachs à vie. De pouvoir passer du temps avec lui puis d'apprendre de lui, C'est quoi que tu fais maintenant comme, tu sais, tu voulais une job plus stable, justement, un style de vie plus, plus stable. C'est quoi que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as trouvé pour répondre à ça? C'est ça, mais là, vu que je me suis rembarquée avec la force, je me suis j'ai changé de direction. Fait que là, je travaille justement avec Alex Bardonneau. Ouais, il y a une compagnie de développement, puis j'embarque avec eux autres. Fait qu'on fait du développement avec des associations de hockey mineurs. Fait qu'on aide les coachs, on donne des ressources pour ça, puis on travaille avec les jeunes. Fait que c'est sûr que c'est pas aussi, tu sais, c'est pas je m'embarque puis chaque semaine je suis partie. C'est plus flexible. Fait que, on va voir. C'est plus une année de transition, je me suis dit là. Mm-hmm. Super. Et c'est quoi que tu vises comme c'est quoi que tu as en tête comme mettons comme job comme entre guillemets vrai job comme dirait pour vrai parents. j'ai réalisé que ce que j'aime le plus du hockey c'est de redonner mais c'est d'enseigner. C'est ça la partie que j'aime. Tu sais c'est comme de teach the kids, you know. Ouais. Fait que je me disais peut-être que je pourrais faire une maîtrise puis aller en enseignement. Je sais pas. On va voir, là. Les plans, ils changent toujours. Il y a tout le temps d'autres opportunités, il y a tout le temps d'autres choses. Fait que je me dis, je m'embarque pas tout de suite, là. Cette année, ça va être une transition year puis on va voir où ça me mène. C'était en quoi ton bac à McGill? Relations industrielles. Tu sais, j'aurais peut-être j'y ai pensé d'aller en éducation physique. Je me suis dit, je joue au hockey, je vais avoir de l'expérience là-dedans. Fait que peut-être que je devrais m'ouvrir plus de portes. Parce que quand je suis allée à l'université, je savais pas que j'allais faire plus tard dans la vie. Je me suis dit, je vais m'ouvrir le plus de portes possible. Je vais faire un bac qui, c'est quand même assez général en management un peu. Puis peut-être que le hockey va m'amener quelque part, mais peut-être que j'aurais... À le refaire, je pense que j'irai en éducation physique. Relations industrielles, c'était quoi exactement? Puis est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est plus les relations entre, admettons, un syndicat puis la gestion des entreprises. Fait que j'ai fait ressources humaines, c'est beaucoup ça. Ressources humaines, négociation de contrats, droit des affaires. Il y a plein de choses qu'on a touchées. C'était vraiment intéressant, j'ai aimé ça. Mais on s'entend que ma passion, c'est le hockey puis le sport. Fait que je pense qu'à le refaire, je serais peut-être allée dans quelque chose de différent, mais ça va peut-être m'aider à aller quelque part d'autre. On sait jamais. It's never over. Exactly, it's never over. Puis en fait, c'est que ton premier bac n'a pas besoin d'être relié à ce que tu vas faire la maîtrise non plus. Tu peux juste comme faire une maîtrise en gestion ou peu importe. Mais y a-tu des trucs sur ta bucket list de hockey que tu dis j'aimerais ça faire ça. Ça serait mes rêves de hockey à faire. C'est quoi ces affaires-là? T'sais? Ouais, j'aimerais vraiment ça, travailler avec un programme d'une équipe nationale. Fait que c'est pas, je parle pas si c'est Hockey Canada, c'est Hockey Canada, mais tu sais, justement, je suis allée en Europe et je trouve tellement qu'ils ont besoin d'aide. Les programmes de hockey féminin international, tu sais, la Finlande, ça va quand même assez bien, mais la Suède, qui ont gagné la médaille d'argent aux Olympiques, je pense en 2006. En tout cas, je me rappelle pas exactement, mais qui sont rendus dans le deuxième groupe. Puis je me dis peut-être qu'il y aurait besoin d'aide, ou quoi à faire, ou ça reste à voir. Ouais, quand j'avais parlé avec le président, là, Tommy, justement, il me disait que justement, c'est quoi que vous, tu sais, comme votre système va super bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Puis il était comme, le hockey féminin, mon gars, ça va pas pantoute. Puis j'étais comme, il était comme, on a réussi avec le hockey masculin, mais il faut faire ça avec le hockey féminin, on tire de la patte, tout ça. Puis j'étais comme, ok, je m'attendais, tu sais, comme tu dis, tu t'attends pas ça de la Suède, tu penses qu'il va être dans les plus gros pays, mais peut-être que tu vas être la clé de une des clés de cette transition. On va voir. Katia Heydra, c'est ça? Ou Heydra? Je sais pas si tu le dis en anglais. Heydra, c'est vrai. Tu peux le dire en anglais aussi, si tu veux. Katia Heydra. Mais tes parents sont pas... Heydra, je sais pas si c'est ta mère ou ton père, mais c'est pas anglophone. Non, c'est mon père, c'est d'origine hollandaise. Dutch. Wow. Dutch. Ton père parle-tu Dutch? Oui. Nice. Ouais, j'ai toujours dit, pourquoi tu ne l'as pas appris? Il dit, j'étais pas assez bon, tu sais. Il dit, j'ai l'accent. C'est comme si un Québécois qui parle anglais avec l'accent essaie d'enseigner l'anglais à quelqu'un d'autre, you know? Ma sœur habite dans la portion flamande de la Belgique, puis ma nièce,
elle va à l'école en flamand, mais dans le fond, tu sais, le flamand, c'est du Dutch, là. C'est du Dutch belge. Fait que, elle parle juste Dutch, là, puis c'est juste drôle, juste comme une petite fille de 3 ans qui est comme nay, qui dit non, genre, en Dutch. Katia, merci énormément. Je suis très content de t'avoir rencontré, très content d'avoir qu'on ait jasé ton parcours qui est vraiment inspirant, puis que je trouve vraiment cool d'aller de t'aller en Europe puis d'avoir vécu tout ce que tu as vécu. Et ce n'est que le début, comme dit sûrement une chanson inspirante à quelque part. Alors, je te souhaite la meilleure des chances pour le futur et je te souhaite le plus longtemps possible de repousser ce que la société considère comme une vraie job puis que tu continues de faire ce que t'aimes puis que t'es heureuse là-dedans. Donc, au plaisir de se croiser, peut-être à une game de la Force de Montréal. C'est ça? La Force de Montréal? La Force de Montréal, oui. La Force de Montréal. On a reçu Kevin puis Jade précédemment au podcast, avant que le nom de l'équipe même soit connu. Donc, voilà. Donc, bonne chance avec la suite. Merci d'être passé au podcast, puis à bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir reçu. Merci, bye. Bye. Merci énormément à Katia d'être passée au podcast, d'avoir passé un moment avec moi. Ça a été excessivement plaisant. J'en profite pour remercier Jack Ann, mais surtout le féliciter alors que sa conjointe est enceinte. Chapeau Valov, Denis, le joueur de tennis. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, davidbocage.com pour des petits billets. On va voir en spectacle prochainement. OK, bye bye les coquelicots, bye bye!